Bon, je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser un peu de temps à tous nos camarades. Comme vous disait Roland Elie, notre ami, votre ami, mon ami, j'ai sorti un bouquin dernièrement, et quand je me suis mis à ma table de travail, comme tous les bouquins que j'écris, je n'ai pas dit je vais écrire le contraire de ce que racontent tous ces salauds à la jeunesse française. Il se trouve que 3 mois après, le bouquin de 600 pages était terminé, et ce que j'ai écrit pendant toutes ces nuits de travail n'a rien à voir avec l'histoire de France telle qu'elle est racontée aujourd'hui à nos enfants. Alors je vais essayer de faire un petit tour d'horizon, pas trop long, pour bien vous expliquer ce que vous savez d'ailleurs. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des militants, au même titre que moi, au même titre que tous ces gens qui sont à la tribune. Ça fait quand même pour certains d'entre nous 40, 50, 60 ans qu'on se bat pour en arriver à entendre les conneries que l'on entend à la radio et à la télévision. Ce matin, j'étais en train de me raser et un espèce de sbire, là, qui cire les pompes du président de la République tous les jours, dit « Avant-hier, nous avons vu le président Hollande. Jamais il n'a été aussi grand que dans son habit de chef des armées. » Eh bien, si l'armée n'a que ce zigoto comme chef, il y a du mouron à se faire. Il y a vraiment du mouron à se faire. Parce que, quelle est la réalité des faits? La réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, ils écrivent n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Comme vous tous, militants sérieux, je lis une grande partie de la presse, comme tous les amis qui sont à cette tribune, je décortique la presse parce qu'on ne peut pas faire de politique sans lire la presse, y compris celle des adversaires. Eh bien, dans Le Monde, par exemple, vous avez plusieurs fois par mois des gens qui écrivent, monsieur le directeur ou monsieur le rédacteur en chef, j'ai lu votre article tel jour sur tel sujet, je peux vous dire que ce que vous écrivez est faux. J'étais à Vichy, j'étais à Londres, j'étais à Alger. À la date dont vous parlez, il s'est passé ceci et cela. Et la rédaction du Monde passe en entier la lettre du gars, qui annule totalement ce qu'avait écrit ce journal. Bon, quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois après, ils reviennent sur cette même question, mais ils ne tiennent absolument pas compte de ce qu'avait écrit ce monsieur et qu'ils ont publié. Ils tiennent absolument à faire passer leurs idées qui sont des idées fausses. Voilà le résultat. Alors, je vais parler en partie de la déclaration de guerre, de la dernière guerre, de la collaboration de messieurs les communistes avec les Allemands. Et je reviendrai de temps en temps un peu en arrière, mais je fais une chronologie. Par exemple, le 9 avril 1938, nous avons la formation du gouvernement de M. Daladier. Et la nuit du 23 au 24 août 1939, il y a un traité entre M. Joseph Staline et Adolf Hitler. Dès cet instant, les communistes français changent totalement. Ils étaient jusque-là, ils avaient même été à une époque pour Jeanne d'Arc, ils étaient pour la défense de la France, et du jour au lendemain, à 1 heure près, ils deviennent les suppôts de Staline. Ils chient sur l'armée française, j'emploie ce mot parce que c'est celui qu'ils emploient, l'armée française, que les officiers étaient des salauds, des ordures, des têtes de vache et autres, et ils s'alignent à 100% sur Moscou. C'est à la suite de ça que le gouvernement Daladier dissout le Parti communiste, met en prison 60 députés communistes sur 77 et envoie en déportation en Algérie une grande partie de l'état-major du PC. C'est là que monsieur Thorez fout le camp en Russie. Et ça devient, en France, la panique, parce que le peuple de France réagit dans le bon sens et haït les communistes à l'époque.
Et j'étais jeune et je m'en souviens, jusque dans le dernier village, eh bien, les gens protestaient contre ces salauds, contre ces salauds. Hein. Que s'était-il passé avant cela? Avant cela, il y avait eu le Front populaire. Et le gouvernement français, qui s'est engagé à ne soutenir personne en Espagne, a bien sûr fourni aux amis des Rouges tout l'armement qui était nécessaire et qui nous a manqué par la suite. Des centaines d'avions, des chars, des blindés, des munitions, des cargos de grenades et autres, au détriment, entre autres, de l'armée d'Indochine. Parce qu'après, on dira l'armée d'Indochine, les pétinistes, les salauds, ils se sont rendus. L'armée d'Indochine, lorsque le Japon l'a attaquée, eh bien, elle était équipée avec des chars de 1914. Voilà. Et lorsque l'armée d'Indochine a fait la guerre contre le Siam, eh bien, les transports de munitions et autres montaient vers la frontière du Siam avec des charrettes à bœufs. Voilà. Avec des charrettes à bœufs. Les quelques camions qui étaient là, c'était des camions qui avaient été réquisitionnés dans les plantations. L'armée d'Indochine n'en avait pour ainsi dire pas. On a donc donné aux Rouges espagnols tout ce qu'il fallait pour qu'ils gagnent. Manque de peau, ils ont perdu. Mais là aussi, il y a une chose à expliquer à nos enfants. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire des guerres. On le voit pour la guerre 39-45. Mais comment expliquer à nos gosses que pour la guerre d'Espagne, ce sont ceux qui ont perdu qui écrivent l'histoire de la guerre d'Espagne? C'est ça la réalité. Cherchez dans un livre d'histoire français une vérité sur cette guerre. Sur cette guerre qui n'a été voulue en Espagne que par les Rouges. Parce que M. Franco n'était pas du tout le fasciste que l'on veut bien dire. C'est vrai que c'est pas une chose à dire, je vais peut-être aller au trou, mais je les emmerde. Hein? J'ai 87 ans, je dis ce que j'ai à dire. M. Franco n'était absolument pas un fasciste. Hein? Il a servi la République espagnole, a-t-il bien fait, n'a-t-il pas bien fait, je n'en sais rien, mais il est rentré dans le tas lorsque les autres ont commencé à diviser l'Espagne et à créer des provinces, à tuer 5 ou 6 000 bonnes sœurs et curés, enfin à se conduire comme des ordures. Et durant la guerre d'Espagne, ce qu'on oublie aussi de dire et d'apprendre à nos enfants, c'est que les républicains et tous les rouges, brigades internationales comprises, dépendaient uniquement de chefs qui étaient envoyés par Staline. Voilà. Ils ne dépendaient que de Staline et de personne d'autre. Et ça, les preuves, vous les trouvez, je les amène, mais tout un tas de nos amis les ont. Que se serait-il passé si les Rouges avaient gagné en Espagne? Eh bien, lorsqu'Adolphe, avec Joseph se sont entendus, se sont serrés la main, eh bien, quand les Allemands ont pénétré en France et sont arrivés à la frontière espagnole, eh bien, si c'était les Rouges qui avaient été au pouvoir en Espagne, ils ouvraient la frontière et les Allemands prenaient Gibraltar à revers et débarquaient au Maroc. Qui dit ça? Alors que ça changeait toute la guerre. Franco n'a pas fait ça. Il n'est même pas rentré dans la guerre. Mais on lui met sur la tête tous les péchés d'Israël, plus tout le restant. En 1940, le peuple anglais ne voulait pas la guerre. Le peuple américain ne voulait pas la guerre. Bon. Et il y avait aux États-Unis un courant pro-nazi et nazi formidable, incroyable. Ils étaient isolationnistes en totalité. Le représentant des États-Unis d'Amérique à Londres, le père de celui qui deviendra le président Kennedy des États-Unis, le père du président Kennedy était pro-nazi, ainsi que le roi d'Angleterre, ainsi que Lord Halifax et tout un tas de gens haut placés qui traitaient en sous-main pour faire la paix avec l'Allemagne. Voilà, c'est pas compliqué, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et quand on dit, mais Pétain, je reviendrai sur la suite, je ne perds pas du tout la trame, mais quand on dit Pétain a été à Montoire, Pétain a été à Montoire pour pas que les alliés de la veille fassent un enfant dans le dos à la France. C'est ça la réalité.
Et comment Pétain savait que les ex-alliés voulaient faire un enfant dans le dos à la France en traitant une paix séparée qu'on nous a reproché par la suite avec l'Allemagne? Le pape avait prévenu le gouvernement français. Le président du Portugal, Franco, avait prévenu le gouvernement français. Et à Londres, il y avait une machine qui tournait, qui était en place, et c'était Laura Halifax qui dirigeait. Et bizarrement, lorsque Laura Halifax devait prendre le pouvoir, la reine d'Angleterre, ou le roi d'Angleterre à l'époque, attendait pour signer le papier désignant Laura Halifax comme président, comme futur, dirigeant de l'Angleterre. Tac, par hasard, mais tout à fait par hasard, c'est M. Churchill qui arrive. C'est Churchill qui, quelque temps avant, lui aussi était pour la paix. Mais pour on ne sait quoi, je sais pourquoi. Je ne le dirai pas ici, je ne veux pas quand même nous amener trop d'emmerdements. Mais bizarrement, M. Churchill, eh bien, il n'est plus pour la paix. Il devient Premier ministre et tous les gens qui étaient derrière Laura Halifax se couchent. Ah, ça, ce sont des vérités historiques. Alors comment peut-on écrire l'histoire du monde, l'histoire de la dernière guerre, là, en oubliant tout ça, en mettant tout ça à la trappe? Mais c'est absolument ahurissant. Donc, lorsque M. Staline et M. Hitler s'entendent, les cocos en France, je le répète, sont mis au trou. Parce qu'ils disent qu'ils ont été mis dans des camps de concentration. Mais ils n'ont pas été mis dans des camps de concentration par les Allemands. C'est le gouvernement français, légal, issu du Front populaire, qui les a mis dans les camps. Il y a combien de Français? Sur 1 million, il n'y en a pas 2 qui savent cela, parce que personne ne l'a dit, et c'est pour ça qu'on étouffe aujourd'hui. J'ai écrit un bouquin, 2015, tout va mal en France, c'est la faute à Pétain. Mais c'est vrai, tout va mal en France, mais c'est la faute à Pétain. Mais on se fout de la gueule du monde, c'est pas possible, quoi. On se fout de la gueule du monde. Hein? Alors, dans notre histoire, une partie de l'histoire qui devrait faire une part grande comme mon ongle devient longue de 15 mètres, et puis des parties de l'histoire qui devraient faire 30 mètres ou 200 pages dans notre histoire de France sont ramenées à 0. Les cocos ont supprimé tout ce qui les dérangeait, les gaullistes ont supprimé tout ce qui les dérangeait, et aujourd'hui, après avoir taillé dans tous les sens, ils expliquent une histoire de France qui n'est plus l'histoire de France. Voilà. Alors, en septembre 1939, après les dégâts causés dans nos armées, dans nos munitions et tout ça, par les dons faits aux républicains espagnols, la France et l'Angleterre déclarent la guerre. Ah oui, bon. Parce que je vais vous dire, essayez d'aller le chercher quelque part. Moi, en vieillissant, je gardais le calme des vieilles troupes, et puis je pense surtout à tous mes copains qui sont tombés, qui sont morts à cause de ces salauds. Et je voudrais, avant de crever quand même, que la réalité des faits vienne en France. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, parce que l'Allemagne a attaqué la Pologne. Ah bon? Mais c'est très bien. Je suis d'accord. Mais pourquoi on ne nous dit pas que le 3 septembre, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, mais que le 4 septembre 1939, le Congrès juif mondial déclare la guerre à l'Allemagne? Oui, cherchez, ça n'y est pas, mais la réalité est là. Hein? C'est M. Chaim Weizmann qui deviendra premier président de la République israélienne, qui, au nom des Juifs du monde entier, déclare la guerre à l'Allemagne. Ça n'excuse pas ce qui est advenu vis-à-vis d'un certain nombre d'Israélites, mais pourquoi, si ça ne les dérange pas, ils ne mettent pas ça dans l'histoire? Pourquoi écrire l'histoire officielle plus qu'officielle en supprimant tout ce qui les dérange? Eh bien voilà, 600 pages, j'ai trouvé, j'ai fouillé, je gratte, je travaille comme un fou, et je trouve qu'on nous prend pour des ordures et ils sont en train de trahir le pays.
Et pour pouvoir changer le corps électoral, pour pouvoir accueillir maintenant tout ce qui vient de la planète, parce que ça ne fait que commencer, écoutez bien en ce moment, il va y avoir les réfugiés climatiques. Il va y avoir les réfugiés climatiques. Au Sahara, les mecs, ils ont vécu au Sahara jusqu'à présent, mais à partir de la semaine prochaine ou de l'année prochaine, ils peuvent plus vivre au soleil. Ça sera le club Trigano chez nous. Ça sera pas autre chose. Alors, ce soir, nous sommes quelques centaines ici, décidés à aller jusqu'au bout et à nous battre, et à nous battre sérieusement. Mais vous voyez le travail qu'il y a entre nous. Vous voyez entre nous le travail qu'il y a pour remonter la pente, pour remonter ce courant de défaitisme qui est mis en place. Je peux vous le dire. Je commence à avoir de la bouteille et j'ai de plus en plus je vieillis et plus je me souviens de tout ce que j'ai vécu pendant la guerre. Eh bien, je n'ai jamais entendu, ni à Radio Paris, ni à Radio Vichy, autant de saloperies que j'en entends aujourd'hui sur mon pays. Voilà. Mon pays était moins trahi pendant l'occupation allemande qu'il est trahi aujourd'hui par l'occupation de monsieur les socialistes. Et tout ça parce qu'avant les socialistes, eh bien, tout un tas de gars ont raconté des saloperies sur notre pays. Alors j'avais amené mes décorations pour les mettre parce que je voulais parler au nom de tous mes copains qui sont tombés. C'est pour ça que j'ai dit à mon ami, je viens aujourd'hui. Je viens parce que énormément de gens me téléphonent. Je vois beaucoup de monde. Et je vois surtout beaucoup de jeunes qui viennent, Monsieur Lindre, on attend des gens comme vous, il faut prendre les armes, il faudrait prendre les armes, il faut se battre et tout ça. Je leur dis, les mecs, assez de conneries. Si le gouvernement actuel pouvait payer une équipe pour descendre dans la rue, un avec un lance-pierre, l'autre avec un pistolet sans cartouche, et le troisième avec une batte de baseball, on serait poursuivi immédiatement, parce que la seule idée des gens qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est d'armer les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Rappelez-vous l'heure qu'il est, et je vous le dis aujourd'hui. Rappelez-vous le jour et l'heure qu'il est, je vous le dis aujourd'hui. Ils n'attendent que cela. Armer les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la seule chose qui m'intéresse, ce sont les valeurs de la France. La République, je n'en ai rien à foutre. Alors, dans mon bouquin, j'ai dû faire une quinzaine de pages où j'ai copié les revues de télévision. Alors, certains soirs, il y a 7 sujets sur Vichy, l'occupation allemande, Pétain, bon, tous les jours. Et puis même des journaux soi-disant de droite, enfin de droite, on sait à qui ça appartient, et les mecs qui sont patrons de ces journaux, ils sont patrons uniquement parce que ça fait du fric. Les derniers secrets de Pétain, les derniers secrets d'Adolphe, mais c'est une presse de débiles pour débiles. Ils nous prennent réellement. Alors, l'autre jour, je téléphone à une radio parce qu'il y avait un événement sur Marcel Kébir. Je dis, mais enfin, vous venez de présenter une émission qui n'est pas mal faite, mais il faut des gens de mon âge pour comprendre les documents que vous montrez. Les jeunes, ils savent même pas où est Marcel Kébir, Alors, ça a guère d'importance, mais enfin, vous parlez des gens qui ont pris position pour Monsieur De Gaulle, et vous ne mettez pas en avant le fait que c'est parce qu'il y a eu Marcel Kébir que beaucoup de gens qui voulaient partir pour continuer le combat ne l'ont pas fait. Parce que quand l'armée anglaise, la marine anglaise en l'occurrence, attaque Marcel Kébir, le même soir, la même nuit,
les bateaux anglais, les fusiliers marins anglais attaquent les bateaux français qui se sont réfugiés en Angleterre où il y a déjà 10 000 marins. Et ils tuent des marins, entre autres, à bord du Surcouf. Et le lendemain, c'est la tuerie de Mersel Kébir. Alors les marins, puis les soldats qui sont là, qui se font tirer sur la gueule par les alliés de la veille, disent, bah tiens, il y a un mec qui rejoint les Anglais, c'est formidable, on va le rejoindre, Monsieur de Gaulle, que personne ne connaissait, que absolument personne ne connaissait. Et ensuite, bien le père de Gaulle, il est à Londres. Bravo. Moi, je me suis engagé dans la défense de l'Algérie française. Et dans cette salle, j'ai retrouvé pas mal de copains qui sont venus me voir à ma table de signature. Quand on est rentré dans l'Ouest pour défendre l'Algérie française et le Sahara français, et le pétrole français et le gaz français, on n'a pas été demandé à un gouvernement étranger de nous signer des avantages, alors que M. de Gaulle, avant de passer le Rubicon, il s'est fait attribuer le grade équivalent dans l'armée anglaise, et tous les mecs qui signaient avec lui étaient pris en compte par les Anglais financièrement. Alors est-ce qu'on va admettre encore longtemps que ces gens nous donnent toujours des leçons? Alors que nous avons été tête droite, et nous sommes restés droits. Au même titre que moi, personnellement, quand je vois les problèmes dans les banlieues, quand je vois cette racaille dans les banlieues, je peux vous dire que j'ai été grièvement blessé dans un combat au corps à corps dans les Arrest et Mencha. Et je suis resté à Tébessa, une petite ville de la frontière tunisienne. Je me suis occupé de la jeunesse qui était là. Et j'avais une troupe scout de 150, 180 gosses, des garçons. Parce que c'était très difficile de s'occuper des filles là-bas, et on voit les problèmes aujourd'hui. Et puis des cadets, en tout, j'avais 450 gosses qui défilaient le jeudi, en uniforme, en chantant, avec l'écusson France sur l'épaule. Et ça, voyez-vous, moi, je ne peux pas l'oublier, parce que je vous le dis ici, aujourd'hui. Je n'ai jamais eu aucun problème avec les petits musulmans dont je me suis occupé. Et il n'avait rien à voir avec la racaille des banlieues. La racaille des banlieues, c'est au gouvernement français et aux gouvernants français qu'on le doit, parce qu'ils ne leur ont jamais appris à se faire respecter, parce qu'ils ne sont pas respectables. Les Arabes respectent les gens qui se font respecter. Et moi, j'allais tout seul. C'est vrai, avec mon colt sur le côté, jusqu'au fin fond de la Médina, jusqu'au fin fond, chercher mes scouts et voir mes scouts dans les familles. Eh bien, je savais très bien que si j'étais tué un jour, et ça aurait pu m'arriver, c'était pas quelqu'un du bled qui me l'aurait fait, mais c'est un type envoyé par le FLN qui m'aurait assassiné. Ces salauds, à force de créer le racisme pour soi-disant le combattre, eh bien, font que nous ne pouvons même plus être chez nous. On nous parle tous les jours du halal, du kashir et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que le halal et le kashir? Ce sont des principes religieux de santé publique. C'est-à-dire que les imams et les rabbins à l'époque, exigeait que le paysan arabe ou le paysan juif amène la bête pour qu'il la voie vivante, et c'était lui qui la tuait, parce que sans ça, il bouffait les bêtes même qui étaient crevées. Donc aujourd'hui, avec les chaînes du froid que nous avons et tout, il y a besoin de faire ça. Et tout le monde nous emmerde, mais ils veulent manger kashir, ils veulent manger halal. Mais moi, je voulais que mes gosses mangent du poisson le vendredi. On m'a demandé mon avis pour supprimer le poisson le vendredi. Non. Alors c'est parce que ces gens sont incapables de gouverner le pays. Ce sont des incapables doublés de traîtres. Alors, il va falloir se battre. Il va falloir déjà, comme je vous le demande, voir tous les jeunes que des salauds excitent un peu. Vous voulez que je vous dise pourquoi je ne crois pas à un soulèvement populaire et autres? Lorsque j'ai été blessé dans un combat au corps à corps au-dessus de Philippeville, parce que moi je m'habillais en felle. J'étais dans un commando habillé en fellouse. Et avec 4 ou 5 mecs, on rentrait dans les katibas adverses. Et j'ai fait prisonnier des felles en armes à coups de poing dans la gueule. Et les derniers que j'ai tués, ils étaient venus me prévenir qu'il fallait que je fasse attention parce que les Français étaient pas loin. Alors, je sais ce qu'est la guerre subversive, les forces spéciales, j'en ai été.
Et dans mon régiment, j'ai même été le créateur du commando qui sortait habillé en Félouse. Eh bien, lorsque j'ai été blessé, j'ai pris une balle en pleine tête, hein. Oui, oui. Je vais terminer là-dessus. J'ai donc quitté l'armée. L'armée, c'était ma famille, c'était ma patrie, c'était tout, quoi, puisque j'ai fait 3 séjours en Indo, et les paras me seraient fait tuer pour mon unité. Eh bien, je suis resté civil à Tébessa. Parce qu'à l'hôpital, je suis resté quelque temps, parce qu'une balle dans la tête, ça n'est pas rien. Et j'ai dit, nous allons gagner la guerre militairement, et M. de Gaulle, qui est une ordure, va nous la faire perdre politiquement. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors moi, avant de crever, je veux que les gosses de France sachent une chose. L'armée française a gagné la guerre d'Algérie et que tous ces salauds de gauchistes ferment leur gueule et arrêtent de mentir. Parce que moi, je ne me suis jamais occupé des races, je ne me suis jamais occupé des religions. J'aime tous les hommes et toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, à condition qu'ils aiment la France et qu'ils ne chient pas sur mon drapeau. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.